L'attentat bancal d'Émile Florion est symptomatique de cette décennie 1880. Malgré l'emballement de la presse anarchiste, les passages à l'acte restent rares, peu efficaces, mal préparés et peu spectaculaires. Les choses changent dans la décennie suivante. Un certain Ravachol va en effet défrayer la chronique. Le 11 mars 1882, il fait sauter une bombe dans un immeuble où logeait le président des Assises, qui avait condamné des anarchistes peu avant dans l'affaire de Clichy. 2 semaines plus tard, il déclenche une explosion au domicile du substitut du procureur. Dénoncé par un garçon de café, Ravachol est arrêté. En représailles, une bombe explose dans le restaurant où travaillait le garçon de café. À son procès, Ravachol assume tout et se pose en justicier des opprimés. Il profite de l'audience comme d'une tribune pour y développer sa propagande anarchiste. Condamné à mort et exécuté, il devient un martyr et un exemple à suivre. Les attentats anarchistes, toujours plus spectaculaires, vont alors s'enchaîner. Le 8 novembre 1892, une bombe initialement destinée à la Société des mines de Carmaux explose dans un commissariat de la rue des Bons Enfants. L'explosion fait 5 morts. L'auteur est un certain Émile Henry qui déclarera à son procès qu'il n'y a pas de bourgeois innocents. Le 9 décembre 1893, l'anarchiste Auguste Vaillant fait exploser une bombe à la Chambre des députés. Le 24 juin 1894, l'anarchiste italien Geronimo Caserio assassine à Lyon le président de la République, Sadi Carnot. Président et tête couronnée sont en effet des cibles de choix. L'impératrice d'Autriche Sissi, le roi d'Italie Umberto Ier ou encore le président des États-Unis McKinley sont également assassinés par des anarchistes. Cette vague d'attentats spectaculaires ne provoque cependant pas les résultats espérés. L'État n'est pas ébranlé. Il répond par une répression sévère et généralisée. Les lois scélérates votées en réaction aux attentats permettent ainsi une répression d'ensemble du mouvement anarchiste et l'affaiblissent considérablement. La propagande par le fait ne parvient pas non plus à pousser les masses à l'action révolutionnaire. L'opinion publique s'indigne de ces attentats et le mouvement anarchiste est profondément discrédité. La stratégie terroriste a isolé les anarchistes du mouvement ouvrier, où ils sont désormais distancés par les partis marxistes. Au milieu des années 1890, le mouvement anarchiste lui-même s'interroge sur le bien fondé de cette stratégie terroriste. Une partie des anarchistes préfère se tourner vers le syndicalisme révolutionnaire. Au début du XXe siècle, les partisans de l'action violente et de l'illégalisme délaissent les attentats pour se consacrer au braquage et au cambriolage. Parmi eux, citons Marius Jacob, qui servira de modèle pour le personnage d'Arsène Lupin, ou encore la bande à Bono, qui fait sensation avec ses braquages en automobile. Répression étatique, discrédit dans l'opinion et marginalisation, la propagande par le fait aura coûté cher aux anarchistes. Si ces vagues d'attentats n'ont au final fait que peu de victimes et n'ont impliqué qu'une minorité de militants anarchistes de l'époque, elles ont cependant durablement marqué l'opinion. Cela n'aura néanmoins pas suffi à clore le débat sur le terrorisme à l'extrême gauche, comme le démontreront dans les années 1970 des groupes tels que la RAF ou les Brigades Rouges.